Librephonia. Écoute un livre. Écoute un livre. Le touriste qui ose pénétrer au cœur de la Kabylie admire par conviction ou par devoir des sites qu'il trouve merveilleux, des paysages qui lui semblent pleins de poésie et éprouve toujours une indulgente sympathie pour les mœurs des habitants. On peut le croire sans difficulté. Du moment qu'il retrouve n'importe où les mêmes merveilles, la même poésie et qu'il éprouve chaque fois la même sympathie. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne voie pas en Kabylie ce qu'on voit également un peu partout. 1000 pardons à tous les touristes. C'est parce que vous passez en touriste que vous découvrez ces merveilles et cette poésie. Votre rêve se termine à votre retour chez vous et la banalité vous attend sur le seuil. Nous, Kabyles, nous comprenons qu'on loue notre pays. Nous aimons même qu'on nous cache sa vulgarité sous des qualificatifs flatteurs. Cependant, nous imaginons très bien l'impression insignifiante que laisse sur le visiteur le plus complaisant à la vue de nos pauvres villages. Tizi est une agglomération de 2000 habitants. Ces maisons s'agrippent l'une derrière l'autre sur le sommet d'une crête comme les gigantesques vertèbres de quelques monstres préhistoriques. 200 mètres de long, une rue principale qui n'est qu'un tronçon d'un chemin de tribu reliant plusieurs villages, conduisant à la route carrossable et par conséquent aux villes. Cette rue principale garde sa largeur d'origine aux endroits où elle n'est murée que d'un côté, 6 bonnes coudées au moins. Comme souvent on a construit des deux côtés, elle a été grignotée et elle fait pitié dans sa prison de pierre. Elle étoufferait si elle ne laissait s'épanouir. De distance en distance, tantôt à droite, tantôt à gauche, des petits bras capricieux, des ruelles encaissées qui s'enfuient vers les champs. En bonne logique, comment exiger qu'une rue faisant partie d'un chemin soit traitée autrement que ce chemin? Pourquoi faut-il la paver si ce chemin ne l'est pas? Ils sont tous deux poussiéreux en été. Elle est plus boueuse en hiver car elle est plus fréquentée. Pour la même raison d'ailleurs, elle est continuellement plus sale. C'est la seule différence. Quant aux ruelles, elles lui ressemblent, puisqu'elles sont ses filles. Qu'on imagine à un certain endroit 2 ruelles opposées qui partent du même point, l'une à gauche, l'autre à droite. À cet endroit privilégié, la rue est large. Est-ce par un hasard mystérieux ou une décision dont l'opportunité échappe à l'heure actuelle? Nos aïeux n'ont pas construit aux 4 angles du carrefour. Vous êtes sur la grande place du village, la place aux musiciens, notre Djemma. Elle est unique et le quartier d'en haut l'envie au quartier d'en bas. De larges dalles de schiste sur 50 cm de maçonnerie indécise contre les pignons des maisons forment les bancs de la Tadjemat sur lesquels viennent s'asseoir les hommes et les enfants. Une faveur spéciale a doté l'un de ces bancs d'une toiture à claire-voie. C'est le plus recherché à cause de sa fraîcheur en été et parce qu'il abrite en hiver, lorsqu'on débouche sur la Djemma par le nord. Ce banc se trouve à gauche, juste en face d'une ruelle en cul-de-sac, que barre à une vingtaine de mètres le portail d'une habitation. C'est ce banc qui est orné de la meilleure dalle, une dalle en marbre, en vrai marbre fauve, brillant, poli par le temps et l'usage. Le village a 3 quartiers et par conséquent 3 Djemma. Chaque Djemma a ses bancs de pierre et ses dalles luisantes. On les retrouve partout, creusés dans les dalles, les mêmes damiers immuables où l'on joue avec des cailloux. Mais personne ne peut prétendre que les autres Djemma égalent la place aux musiciens. Il existe aussi 2 mosquées. Les mosquées ont manifestement moins d'importance que les Djemmas. Vues du dehors, elles ressemblent aux autres maisons leurs voisines. Au-dedans, le sol est cimenté, les murs sont blanchis à la chaux. C'est vide et désolant de simplicité. Les vieux qui vont y prier ont l'air d'appartenir à un siècle révolu. Le café mort est situé hors du village. Ceux qui l'intéressent doivent aller à sa recherche et sortir de l'agglomération. Quelques habitations prétentieuses ont été construites récemment grâce à l'argent rapporté de France. Ces maisons dressent leurs façades impudiques et leurs tuiles, trop rouges parmi la vétusté générale. Mais on sent que le luxe est déplacé dans un cadre pareil. D'ailleurs, nous n'en sommes pas trop fiers. Vues de loin, elles forment comme des taches blanches qui jurent avec l'ensemble couleur de terre. Nous savons qu'à l'intérieur, elles ressemblent à toutes les autres,
elles méritent le dédaigneux. Dicton qu'on leur applique, écurie de Menéel, extérieur rutilant, intérieur plein de crottins et de bêtes de somme. La vanité est l'un des travers que nous raillons le plus. Peut-être parce que nous sommes tous proches parents ou alliés. Nos ancêtres, paraît-il, se groupèrent par nécessité. Ils ont trop souffert de l'isolement pour apprécier comme il convient l'avantage de vivre unis, le bonheur d'avoir des voisins qui rendent service, aident, prêtent, secourent, compatissent ou tout au moins partagent votre sort. Nous craignons l'isolement comme la mort. Mais il y a toujours des querelles, des brouilles passagères, suivies de raccommodements à propos d'une fête ou d'un malheur. Nous sommes voisins pour le paradis et non pour la contrariété. Voilà le plus sympathique de nos proverbes. Notre paradis n'est qu'un paradis terrestre, mais ce n'est pas un enfer. Peu importe si chaque quartier a son aïeul. On a célébré depuis très longtemps des mariages entre Caroubas, de sorte qu'à présent l'histoire du village est une comme celle d'une personne. Il n'y a ni caste ni titre de noblesse particulier à une famille. Nous avons encore de nombreux poèmes qui chantent des héros communs, des héros aussi rusés qu'Ulysse, aussi fiers que Tartarin, aussi maigres que Don Quichotte. Le quartier d'en bas, par exemple, est issu de Mézouze. Mézouze avait 5 enfants mâles qui donnèrent leur nom à chacune des 5 familles de la Karouba. C'est pourquoi la Karouba comprend les Ait Rabat, les Ait Slimane, les Ait Moussa, les Ait Larbi, les Ait Kassi. Quant aux Bachirans, leur ancêtre n'est qu'un réfugié venu du Djurdjoua. Ils ne sont pas fiers de leur origine, les Bachirans. Dans leur fort intérieur, ils se sentent un peu diminués. Mais à présent, personne n'y pense plus, et ils se croient eux aussi d'authentiques descendants de Mézouze. Pourtant, dans certaines circonstances graves, il arrive qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Cela ne se produit que lorsqu'un intérêt important est en jeu. En plus de cette origine commune ou identique, nous sommes de la même condition parce que tous les Kabyles de la montagne vivent uniformément de la même manière. Il n'y a ni pauvres ni riches. Certes, il existe 2 catégories de gens. Ceux qui se suffisent régulièrement et ceux qui passent au gré de la bonne ou de la mauvaise fortune, de la misère la plus complète à l'humble aisance des favorisés du ciel. Mais on ne peut ni établir un classement définitif, ni constater des différences essentielles dans le genre de vie des habitants. Les familles riches ont plusieurs figurets, quelques olivettes, 1 hectare de terre à semer, parfois une source dans l'un de leurs champs. Lorsqu'on évalue à l'Adjema les propriétés de tel fait-là à un mois de labour, on lit l'admiration et l'envie dans les yeux. Or, une journée de labour sur nos terrains escarpés, avec une paire de bœufs un peu plus gros que des moutons, représente à peine 20 arts. Le gros propriétaire kabyle possède donc 6 hectares. Il parle fort à la Djema, il est maître absolu chez lui. Du moins, on le lui laisse croire. Pour conserver l'autorité et l'admiration qui sont les seuls avantages visibles de sa fortune, il trime plus que celui qui ne possède rien, travaille avec ses ouvriers pour leur donner l'exemple, mange et s'habille comme eux. Mais pareil aux financiers de la fable, il n'en partage pas les soucis. Il possède du bétail, une paire de bœufs, une vache, quelques moutons, un mulet ou un âne. Son habitation peut avoir 2 pièces en vis-à-vis, qui font 12 coudées de large sur 14 de long, 1 ou 2 petites chambres pour le fils aîné ou l'étranger de passage. Toutes les bâtisses sont construites en blocs de schiste liés avec du mortier d'argile. La toiture est en tuiles creuses reposant sur un lit de roseaux. Le parquet bien damé est recouvert d'une couche de chaux poli, luisante et jaunâtre, qui donne une impression de propreté et d'élégance rustique, du moins lorsque la couche est nouvelle. Les mères de famille qui ont du goût crépissent de la même façon, dans chaque chambre, des soubassements d'1 mètre de hauteur et limitent ces soubassements par un liseré vert irrégulier qu'elles obtiennent avec des morels écrasés. Le haut des murs, jusque au-dessous de la toiture, est enduit d'argile blanchâtre que l'on se procure au prix de 1000 peines. L'aménagement intérieur des maisons appartient aux ménagères. C'est leur tourment et leur orgueil. Selon l'aisance de la famille, le crépissage est renouvelé périodiquement tous les ans ou tous les 2 ou 3 ans. Chacune des grandes pièces comprend une partie basse, dallée qui sert d'étable, d'écurie, de bûcher. Elle est séparée de la partie haute par des piliers trapus supportant la soupente.
La soupente renferme les ikoufans de provisions, les jarres à huile et les coffres de la famille. La partie haute constitue le logement. Pendant le jour, la literie se balance sur toute la longueur d'un gros bâton suspendu au chevron. Le canoun se trouve n'importe où près du mur qui fait face à l'étable. Au-dessus du foyer, 2 poutres parallèles joignent les 2 autres murs. Ces poutres supportent différentes choses. En hiver, des claies remplies de glands que la fumée du canoun permettra de conserver, du bois vert qui pourra sécher tranquillement à 2 mètres au-dessus du feu, la viande du mouton de l'Aïd dont la graisse prendra l'acrète du hareng fumé. Les petites pièces n'ont rien de tout cela. Elles présentent la simplicité d'un rectangle sans en avoir la régularité. Leur crépi de chaux est encore plus luisant que celui des grandes, parce qu'elles sont moins enfumées. On n'y fait du feu que par les soirs d'hiver. La cour est généralement exiguë. Quelquefois, au-dessus du portail d'entrée, se dresse une sorte de pigeonnier auquel on accède de la cour par un escalier sans prétention ou une échelle grossière. C'est une pièce supplémentaire. Au-dessous, de part et d'autre du portail, on a construit 2 larges bancs que la mère de famille enduit d'un vernis de chaux dans les années de prodigalité. Voilà donc l'énumération exacte des signes extérieurs de la richesse. Il n'y en a point d'autre. Jamais de luxe, car tout le monde sait que l'homme riche est avare. Avare pour garder jalousement son bien et pour l'augmenter au besoin. L'avarice étant une qualité fondamentale pour devenir riche et pour le demeurer. Personne n'en veut aux avares. D'une certaine manière, ils sont admirables. Les familles pauvres du village mènent le genre de vie des riches lorsqu'elles le peuvent, sinon elles attendent. Le pauvre n'a pas de terre ou en a très peu. De quoi s'occuper quand il chôme. Son habitation se réduit à une seule pièce. Il partage la petite cour avec des voisins aussi gueux que lui et la djemma avec tout le monde. Le fellah n'a guère l'habitude de passer ses heures de repos dans sa massure au milieu des femmes et de la marmaille. La djemma est un refuge sûr, toujours disponible et gratuit. Le café mort ne tente que les jeunes et les paresseux. Le pauvre peut avoir des animaux, comme le riche. Des animaux qu'il n'a pas achetés, mais qu'un autre lui a confiés. Néanmoins, en les revendant, il prélèvera une partie du bénéfice. Il peut travailler à la journée. Il travaille pour mieux vivre. Il voudrait imiter son voisin qui est riche, alors que son voisin cherche à l'imiter. Bientôt, ils ne s'entendent plus. Car il arrive fréquemment que la femme du riche envie la parure de sa voisine pauvre et ses enfants le sort de leurs camarades infortunés. Cela ne dure qu'un temps. Un hiver pluvieux, une maladie, une dépense imprévue, le départ pour la France du père de famille, sa malchance ou son insouciance suffisent pour rétablir les positions. Le riche demeure toujours avare. Le pauvre, tour à tour, nargue ou convoite la misère du riche. En somme, à Tizi, on se connaît, on s'aime ou on se jalouse. On mène sa barque comme on peut, mais il n'y a pas de caste. Et puis, combien de pauvres se sont mis à amasser et sont devenus riches? Combien de riches se sont appauvris promptement avant d'être mines par Saïd l'usurier, que tout le monde respecte, craint et déteste? Il aura son tour, bien sûr. Il mourra dans la mendicité. La loi est sans exception. C'est une loi divine. Chacun de nous, ici-bas, doit connaître la pauvreté et la richesse. On ne finit jamais comme on débute, assurent les vieux. Ils en savent quelque chose.